H2020 et de notre positionnement par rapport à la recherche dans le monde et la recherche européenne en particulier, comment on voit les choses et vers quoi on est en train d'aller. Dans le pessimisme ambiant de notre pays, que nous vivons au quotidien, certains avaient prédit la mort de la recherche chez nous. Ça y est, on ne va plus faire de recherche, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus personne qui s'intéresse, nous sommes en train de lâcher prise sur tous les aspects. Et c'est la situation que j'ai trouvée en arrivant, que évidemment je connaissais puisque ça fait 25 ans que je fais de la recherche, mais on la ressent encore plus quand on est là où je suis. Il fallait d'abord et avant tout mettre en place une vraie stratégie nationale, ce qui paradoxalement n'existait pas. Il y avait des actions, il y avait beaucoup de choses qui étaient réalisées, mais c'était du coup par coup. Et on faisait un programme parce qu'on obtenait un certain financement, puis le financement s'arrête, le programme s'arrête. Et puis il y a une personne ressource qui s'implique, prend les charges en main, crée des choses, ça avance, cette personne part, fait autre chose, ou sort à la retraite, ou change de carrière, et hop, tout s'arrête. Donc il y avait un gros problème de vision, de stratégie et d'institutionnalisation des choses, pour que ça soit périn au-delà des personnes et des programmes spécifiques. De l'autre côté, il fallait ramener de l'argent. Il fallait ramener de l'argent parce que c'est le nerf de la guerre, parce que sans argent, on ne peut pas avancer, on ne peut pas améliorer la recherche. Voilà les défis énormes que nous nous sommes retrouvés, plus donc une démotivation totale de pratiquement tous les acteurs. Mettre en place une stratégie, ce n'était pas évident parce qu'il faut que tout le monde participe, il faut que tout le monde donne son avis. Et c'est ce qu'on a fait, en dépit de toute cette ambiance que je décrivais. Et nous sommes arrivés petit à petit à construire une vision, à construire une voie vers laquelle la Tunisie doit aller. Et je dis bien la Tunisie, même pas le ministère de l'enseignement supérieur, ou non, la Tunisie. Parce que quand on parle de l'innovation ne concerne pas que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle concerne tout le pays, tous les ministères, tous les secteurs. On ne peut pas faire de l'innovation dans l'agriculture si le ministère de l'Agriculture n'est pas totalement impliqué. On ne peut pas faire de la recherche dans le domaine de la santé si le ministère de la Santé n'est pas totalement impliqué. Le ministère des Affaires sociales pour les affaires sociales, pour la dimension sociologique du pays. Et les exemples sont multiples. Donc, mettre tout le monde autour de la table, écouter tout le monde, ramasser tous les rapports qui ont été réalisés, toutes les études qui ont été réalisées sur les quelques dernières années, c'était un travail fastidieux qui a été fait, même si ce n'est pas visible. Et ça, c'est un travail ingrat parce que c'est beaucoup de gens qui l'ont fait et ça ne se voit pas beaucoup. Et son impact n'est pas tout de suite immédiat, donc on entend toujours, encore aujourd'hui, même des collègues qui sont dans le système, mais chauffe machet. Il n'y a rien. On n'a rien vu. Les choses n'ont pas changé. Ce qui est absolument faux, mais en partie vrai parce qu'il est perçu comme ça par certains. Bon. Et donc, nous avons continué à avancer jusqu'à ce qu'on est arrivé à mettre en place une vision stratégique globale qui a été en partie publiée, une autre partie va être bientôt publiée, qui a été surtout exposée et largement discutée dans le cadre des commissions de réforme et qui a été validée lors des assises en décembre 2017. De là, il y avait un axe très très important qui était l'axe de la recherche appliquée et l'axe de l'autofinancement en plus de l'amélioration du budget. Je ne vais pas ici rentrer dans les détails, vous savez que le budget de la recherche scientifique a augmenté de 51,5% en 2 ans. On n'arrête pas de dire que tous les chiffres négatifs, au moins, disons aussi les chiffres quand ils sont positifs, essayons aussi de les dire. Et c'est des chiffres, évidemment, vérifiables, qui sont à la portée de tout le monde et des chiffres publics. Ça n'a pas été facile dans un pays qui est en crise financière, dans un pays où la croissance revient, mais trop doucement.
Et donc, quand vous voyez aujourd'hui que la plupart des ministères ont vu leur budget diminuer, et nous, notre budget augmenter, et en particulier dans la recherche, c'est de bon signe. C'est pas suffisant, mais c'est un bon signe. On est sur la bonne voie. Ça, c'est pour les finances publiques. Ce n'est pas l'objet du jour, mais je voulais juste le rappeler. Les fonds internationaux, quand cette équipe est arrivée, on était déjà membre, mais on n'avait pas ratifié au Parlement, on n'avait pas signé les conventions nécessaires avec l'Europe, et on n'avait pas répondu à nos engagements en tant que membre associé. Ça, c'est l'histoire prouvée par des papiers, hein. C'est pas une perception. Nous avons fait ce qu'il fallait avec le gouvernement et avec le Parlement pour que la ratification soit faite le plus vite possible. Nous avons payé nos engagements vis-à-vis de l'Europe. Nous avons corrigé toute la procédure qui n'était pas respectée pour être en règle, parce que nous avons commencé à avoir des lettres assez dures de la part de l'Europe, parce qu'on n'était pas conforme aux normes. Tout ça, ça ne se voit pas beaucoup. Mais c'était un travail monstre qui a été réalisé par l'équipe en place. Ensuite, on a commencé à positiver, c'est-à-dire qu'on est sorti du rouge. On a d'abord travaillé l'administratif, c'est-à-dire l'unité de gestion qui est présidée par Olfa, qui aujourd'hui fonctionne à carbure à 200 à l'heure, avec une très très belle équipe autour d'elle. C'était d'abord mettre en place l'administratif, ensuite c'était de mettre en place les procédures de travail extrêmement rigoureuses, parce que c'est des procédures qui sont évidemment en partie imposées par la norme européenne, mais aussi doivent s'adapter au système tunisien. Faire ce grand écart, c'est pas toujours évident. Ensuite, il fallait renforcer les ressources humaines. On est passé par l'étape des NCP, qui ont été recrutés, formés, et qui aujourd'hui font un travail formidable d'assistance, d'aide à la réalisation des projets H2020, et ça nous a permis, tout ça, administratif, gouvernance et ressources humaines, d'avoir des résultats extrêmement glorifiants. Et on doit être fier, comme quand en à peine une année, on passe de 1,2 million d'euros de fonds propres à pratiquement 7,4, presque 7,5 millions d'euros. Ça veut dire 25 millions de dinars avec notre argent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent, en plus de notre budget qui est en train de s'améliorer. Donc ça vaut la peine. Ça vaut la peine, tout ce travail, tout ce sacrifice vaut la peine. Alors on va s'arrêter là? Non, on ne va pas s'arrêter là. Il faut aller encore plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'on a été faible dans le passé face à des pays très forts? Les pays européens sont des pays qui ont une vraie tradition dans la levée de fonds à l'international, beaucoup d'entre eux, et qui avaient un pas d'avance sur nous. Parce que, on ne va pas se voiler la face, il y a une très forte compétition, même avec nos partenaires les plus proches. Et donc il faut être fort, performant et malin, je mettrai entre guillemets, pour décrocher ces fonds propres, pour avoir encore plus de financement, pour avoir encore plus de projets retenus. La dimension technique est très importante, alliée à une dimension politique, de lobby, on va le dire, hein, on va oser le dire, c'est pas un mot tabou. Les Américains institutionnalisent le lobbying. Nous, on a peut-être un peu moins l'habitude d'en parler, mais il faut. C'est-à-dire quoi, le lobbying? C'est-à-dire faire un réseautage, connaître les rouages, connaître l'administration, connaître les process, connaître les personnes qui décident. C'est ça. C'est pas autre chose, le lobbying. Hein. On ne parle pas de problème éthique. On parle d'un savoir-faire dans les organismes au niveau international. Dans les organismes, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape interne où on prépare le dossier pour être candidat. Ça, c'est une sauce interne. Et puis, il y a l'évaluation et le financement au niveau international. Vous êtes candidat à faire partie des évaluateurs des projets européens. Les évaluateurs, ce sont ceux qui pèsent
sur les critères pour sélectionner les dossiers. C'est-à-dire c'est plutôt tel type de critères sur lequel il faut baser pour prendre les dossiers plutôt que d'autres. Donc c'est une position extrêmement stratégique, extrêmement importante. La Tunisie a déjà une très bonne performance, mais il faut la maintenir. J'ai encore un autre chiffre de tête que je peux vous donner de tête, mais je suis sûr que Mme El-Fazeli va vous donner beaucoup plus de détails tout à l'heure, mais vous savez que le taux de matchage, le taux d'acceptation des projets déposés en Europe, taux moyen, il est de 14%. Sur 100 dossiers déposés, on a en moyenne 14 dossiers qui sont pris par pays. La moyenne de la Tunisie est de 18%. C'est-à-dire qu'on est largement au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire qu'on est parmi les meilleurs pays en termes d'acceptation de projets. On a aujourd'hui 46 projets sur 200 et quelques déposés. C'est un taux qui est extrêmement glorifiant, extrêmement intéressant, mais qu'il faut maintenir. C'est pas évident. Le maintenir, ça va être encore plus difficile que de l'atteindre, parce qu'on l'a atteint avec des projets sélectionnés, avec les meilleurs projets. Maintenant, il faut que le niveau des projets qui sont candidats maintiennent ce cap. Mais en même temps, il faut aussi que les évaluations nous soient aussi favorables. Ça veut dire qu'il faut qu'on influence l'évaluation dans le bon sens. Et ça va être votre rôle. Et il y a une étape qui va venir bientôt, une autre étape, toujours dans la constitution de ce puzzle de la recherche et du financement européen, qui sont les conseillers scientifiques. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc les conseillers scientifiques, en plus de vous, les évaluateurs indépendants, les conseillers scientifiques, ils ont pour rôle justement de participer dans les jurys qui décident des financements des projets. L'appel à candidature, il vient d'être clôturé. Nous allons bientôt sélectionner les candidats et ça va être encore une autre équipe supplémentaire au dispositif H20 pour encore améliorer la performance de la Tunisie et l'acceptation des dossiers tunisiens. Je vous dis tout ça pourquoi ? Parce que pour que vous compreniez que vous êtes au cœur d'un dispositif stratégique extrêmement important pour le pays et qui va en très grande partie conditionner la réussite et de l'innovation et de la recherche et du financement international dans notre pays. Tout ce qui a été construit aujourd'hui, si on ne le consolide pas par toutes ces institutions, par vous, dans les tout prochains mois, on risque après de faiblir ou de tomber dans la non-performance. Voilà, donc vous avez une très très lourde tâche. Et je voulais la mettre en perspective. Au-delà de vos carrières individuelles et votre ambition à titre personnel est absolument légitime et importante, et il faut qu'elle y soit, parce que si vous n'avez pas cette motivation, vous ne pouvez pas aller très loin, mais mettez-la dans une perspective plus globale, dans une perspective nationale, parce qu'il y a des choses à faire pour ce pays. Nous pouvons nous en sortir contrairement à ce que disent beaucoup. Moi j'y crois vraiment, fermement, et si j'y croyais pas, je ne pourrais pas me lever et faire tout le boulot que je suis en train de faire en ce moment. Il y a des très bons signaux qu'on n'arrive pas à voir parce qu'on n'est pas audible aujourd'hui. On a cette tendance négative. Tout est mal, tout va bien. Bon, il y a des problèmes. Mais on est là aussi pour résoudre les problèmes. Tous, collectivement. Et il y a beaucoup de bonnes choses qui aujourd'hui n'apparaissent pas. Notamment dans la recherche scientifique. Moi, je vous invite à lire les derniers rapports qui sont sortis sur l'innovation dans le monde. Comme le Global Index, par exemple. Ou alors le Bloomberg Index d'innovation. Il faut être fiers de nos classements. On a fait des bons sur les 2-3 dernières années extraordinaires. Vraiment. Et pourquoi avoir honte de le dire ? Parce qu'on a tellement de problèmes aujourd'hui que lorsque quelque chose va et quelqu'un dit Wallahi, ça va dans ça. Ah, tac, 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 tac. Et c'est de l'autoflagellation. Oui, on a des problèmes. Oui, on est en train de les affronter. On essaie de corriger le mieux, le plus possible, le plus vite possible, avec toutes les contraintes que nous vivons. Mais aussi, il y a de belles choses. La stratégie qui a été mise en place, c'est une stratégie à long terme, mais même à court terme, elle commence à donner des premiers résultats. Disons-le. Lorsque vous avancez sur 8 places au niveau de l'innovation au niveau mondial, on peut faire mieux, oui. Mais c'est déjà bien. On est dans une progression. On a été dans une baisse continuelle depuis des années. Quand vous rentrez dans les détails des statistiques et que vous voyez que vous avez certains classements étonnants,
On est les deuxièmes au niveau mondial sur le coût donné à la recherche par étudiant. On est deuxième mondial sur le nombre de diplômés dans les domaines scientifiques, ce qu'on appelle les STEM, par rapport au nombre de diplômés global. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que si on continue dans ce classement-là, si on continue dans ces efforts-là, on risque vraiment d'être parmi les tout meilleurs du monde dans quelques années, en moins de 10 ans. Et c'est ça ce qu'il faut se dire. Il faut avoir cette vision et cette ambition, sinon on n'arrivera pas. Ce programme, et il n'y a pas que ce programme, il y en a d'autres, parce qu'on vient d'avoir par exemple les statistiques de Prima, qui est un autre programme européen, ou aussi les performances de la Tunisie sont, je pense, vraiment, on peut le dire, exemplaires. On a un taux d'acceptation qui est extrêmement élevé, on est classé parmi les meilleurs, et c'est bien. Bon, disons-le. On ne va pas s'arrêter là, parce que c'est bien, non. Mais il faut le dire, parce que je pense qu'on peut encore plus avancer en construisant sur du positif qu'en construisant sur du négatif. Je n'arrête pas de le dire. Avant, on m'attaquait beaucoup plus. Tu dis, ah oui, ça fait le tout va bien, mais j'ai jamais dit ça. C'est pas parce qu'on dit que ça c'est bien, là on est sur la bonne voie, là on a amélioré un petit peu les choses, ça veut dire que tout le reste est bon. Jamais. On est tout le temps en train de dire ça va pas, ça marche pas, ça c'est pas comme ça. Mais en même temps, il faut être assez objectif dans l'analyse et ne pas se concentrer uniquement sur ce qui ne va pas, mais sur les deux. Voilà, donc cet atelier va être après moi, je pense, un peu plus technique parce que c'est extrêmement important ce qu'on va faire, ce qu'on ne faisait pas avant. Vous rassemblez aujourd'hui pour vous dire, voilà comment faire pour augmenter vos chances d'être pris. Je pense que c'est une bonne chose. Ça rentre dans cette phase d'institutionnalisation. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? On cachait l'information. Parce que si je dis comment on fait, tout le monde va être pris. C'est peut-être pas moi. Alors je dis pas. Et on fait de la rétention de l'information. Voilà ce qui se passait. C'est vrai ou pas? C'est ça la vérité. Et donc l'idée de dire, voilà, vous avez aujourd'hui une équipe dans ce ministère. Et bon, elle n'est pas là pour écouter, mais elle fait du bon boulot, cette dame, avec son équipe. Et on le fait pourquoi? Vraiment pour le pays. Ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit « je fais quelque chose pour l'intérêt général, je fais quelque chose pour le pays », on dit soit il fait de la politique, c'est pas vrai, c'est du blabla, soit « ah, c'est un naïf, il n'a rien compris ». Je vous assure que c'est vrai. Je vous assure qu'on se lève le matin pour dire comment on peut améliorer ce pays. Et on peut aller ailleurs pour faire autre chose, gagner beaucoup plus d'argent et être à l'aise, pas avoir les syndicats, les médias, les politiques et tout le truc qui sont très difficiles à vivre. Mais on affronte tout ça parce qu'en contrepartie, le seul bonbon, la seule chose positive qu'on a, c'est qu'en contrepartie, on fait un petit peu avancer le pays dans le domaine dans lequel on est. On dit, ah ça c'est bien pour la génération future. Moi je suis content de laisser ça pour nos enfants demain. C'est tout ce qui nous fait tenir, parce que sinon on se dit, on laisse sa santé, on laisse son argent, on laisse sa famille, on fait un boulot de dingue. La seule chose qui nous fait tenir, c'est qu'on dit, on fait quelque chose de bien pour ce pays. Je vous assure que c'est vrai. Et quand on a ce sentiment, on s'en fout. On se dit, rien ne va m'arrêter. Je vais affronter tous les obstacles. Et c'est quand on a ce sentiment qu'on arrive à changer. Tout le monde dit, mais quand vous êtes en train de réformer avec tout ce qui se passe dans le pays? Ah oui, on est en train de le faire. On gère les grèves, on gère l'antisémitisme, et on gère le négatif, et on gère toutes les critiques qu'on a, comme tout le monde, comme tous les ministères, comme tous les... Mais on n'a jamais, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au dernier jour, on n'a jamais lâché le stratégique, la vision, la réforme, pour transformer l'université, parce que... Pourquoi? Parce que l'université peut réellement, avec tous les problèmes qu'il y a dedans, peut réellement être la locomotive pour transformer le pays. Tant qu'elle n'a pas corrigé elle-même, c'est compliqué. Il faut qu'elle se corrige. Quand on voit certains excès, on se dit, ah, ce qui se passe par exemple après chaque élection, comment on se regarde, comment on se parle, on se dit, ça c'est dommage. Ah,
on est en train aussi d'apprendre la démocratie. Quand on voit certains dérapages dans le travail syndical, on se dit « Ah, c'est dommage ». Il faut des syndicats forts même. Mais il y a une façon de s'exprimer, il y a une façon de revendiquer. On est en phase d'apprentissage et c'est normal. Donc, on est sur la bonne voie. Vraiment, on est sur la bonne voie, malgré nos problèmes, malgré nos craintes, malgré le problème d'argent, malgré le problème de savoir-faire, malgré le problème de culture aussi que nous avons. Mais nous sommes sur la bonne voie. Et je pense que cette ouverture sur l'international, sur l'excellence, sur des choses top, de ce qui se fait de mieux dans le monde en matière de recherche, ne peut que rejaillir positivement sur ce qu'on fait, sur notre pays. Vous allez être et faire partie de ce cercle-là. Alors soyez-en conscients et fiers, parce que vous pouvez, chacun de nous, à sa place, dans son rôle, apporter cette pierre à l'édifice qui est la Tunisie. Voilà. Tahiyat Tunis.